On veut étudier, on veut pas s'endetter. 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 D'une réforme au niveau fédéral, la réforme Axworthy, qui va entraîner une série de coupures au niveau des permis de transfert des provinces, donc pour financer entre autres l'éducation, réforme importante aussi de l'assurance chômage. L'ANEC n'existe plus depuis 1993. Les fédérations étudiantes ont le haut du pavé. Le Parti québécois est au pouvoir. Le sauveur de la nation est premier ministre, Lucien Bouchard. Et donc, les fédérations étudiantes sont copains-copines avec le gouvernement à cette époque-là. Le MDE voit le jour au printemps 1995. Très peu de cégep. C'est les restants plus motivés de la coalition X qui s'était formée contre la réforme Axworthy. Donc, en gros, le 4e congrès du Mouvement pour le droit à l'éducation se tient les 7 et 8 septembre. On vote à l'unanimité pour le déclenchement d'une grève générale illimitée avec un plancher de 12 associations étudiantes. L'ultimatum, en fait, on donnait jusqu'au gouvernement jusqu'au 23 octobre pour satisfaire nos revendications. La plateforme est en 5 points. Donc, l'abandon des coupures annoncées en éducation postsecondaire. Il y a 400 millions qui avaient été coupés lors du budget de 1996. Et là, on parlait, les rumeurs d'environ 700 millions pour le prochain budget. Le retrait de la cote R qui venait remplacer la cote Z. Je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais si jamais peut-être qu'il y a des questions. Et la révision des dossiers d'admission refusés suite à son implantation. L'abolition des frais de scolarité déguisés pour assurer la gratuité scolaire aux collégiales. Donc, les frais afférents administratifs. À cette époque-là, il y a une panoplie de frais qui apparaissaient. Si tu veux une copie de ton horaire, c'est 15$. Tu vas à la bibliothèque, on t'impose des frais pour pouvoir y aller, etc., etc., les laboratoires informatiques. Donc, c'était rendu par à peu près tout ce que tu voulais faire au cégep. C'est à peine s'il n'y avait pas des 25 cents pour aller aux toilettes. En fait, bref, on en mettait des frais un petit peu partout. C'était pour contourner, là, les frais qui étaient peu bas. Réforme de l'aide financière, en fait, rajout d'une session d'admissibilité. Le gouvernement venait de couper une session d'admissibilité aux prêts et bourses. Réduction de l'endettement par la conversion des prêts en bourse, abolition de la contribution parentale dès le départ du domicile familial, abolition de la contribution du conjoint ou de la conjointe, abolition des déductions pour revenus d'emploi jusqu'à l'atteinte du seuil de pauvreté. Le 5e point, c'était le retrait du projet de dégel annoncé lors des États généraux sur l'éducation en septembre 1996. Abolition des frais afférents de scolarité et autres frais de scolarité déguisés dans une perspective de gratuité scolaire au niveau universitaire. Et finalement, ce qu'on spécifiait, c'est que on refusait que la satisfaction de ces revendications-là se fasse sur le dos des autres secteurs de l'éducation ou des autres programmes sociaux. Donc, on appelait à la grève, aux occupations de cégep et d'université et à la désobéissance civile. Le 16 octobre, il y a une grosse occupation de 200 personnes pour aller occuper les bureaux du SRAM. C'est là qu'on dépose notre ultimatum au gouvernement et qu'on brandit la menace d'une grève générale illimitée. Là, il y a la deuxième partie à cette époque-là du sommet socio-économique de Lucien Bouchard où on a convié les centrales syndicales, les fédérations étudiantes, une partie du mouvement communautaire qui a décidé d'y participer, les patrons, bref, tout le monde, on s'aime, on est beau, on est gentil, on a tous les mêmes intérêts dans la vie. Et c'est une grande messe de collaboration pour adopter la politique de déficit zéro qui est mise en place. On avait refusé, bien entendu, avec une certaine partie du mouvement communautaire et populaire plus combatif, de refuser à cette mascarade. Le 22 octobre, l'Assemblée générale du Cégep de Maisonneuve, faisant fi du plancher de 12 associations, déclenche la grève générale illimitée, part tout seul en grève. 71% des gens se prononcent en faveur de la grève. Le 23 octobre, le Cégep Marie-Victorin, qui est encore un cégep privé l'année d'avant, vote à l'unanimité, en fait, 2 jours de grève contre la hausse des frais d'inscription puis des frais afférents. Le 24 octobre, 1500 personnes manifestent à l'appel du MDE et de la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes, section Québec. Peut-être oublié de spécifier, mais le MDE à l'époque, c'est à peu près 10 000 membres. C'est pas tant un modèle ANEC. Il y a des associations étudiantes. Il y a un syndicat de profs qui est membre, il y a des comités de mobilisation, il y a des membres individuels. C'est comme une grosse coalition sur les questions de l'éducation. Mais en fait, à l'époque, je pense qu'il y avait 3 ou 4 cégeps de membres puis 2 départements universitaires, donc on était peut-être 10 000.
Donc, on était très, très, très minoritaire dans le paysage du mouvement étudiant à l'époque. Le 24 octobre, toujours, en Assemblée générale, il y a 3000 personnes du Cégep du Vieux-Montréal qui se prononcent à 90% en faveur du principe de grève générale illimitée et enclenchent la grève le 28 octobre. Le 29 octobre, c'est l'ouverture du sommet socio-économique à Montréal. C'est la grande messe à Lucien Bouchard. Là, à l'entour de la table, on dit qu'il faut atteindre le déficit zéro, on devrait couper 1 milliard des programmes sociaux. Les syndicats disent, M. Bouchard, 1 milliard, c'est pas assez, on pourrait en couper 2 milliards, on est capable de serrer la ceinture. Donc, c'est le summum de la collaboration de classe, en fait, et la débilité qu'on voit à cette époque-là. Ouverture du sommet socio-économique, donc il y a 3000 personnes qui manifestent pour appuyer leurs représentants à l'intérieur, tandis qu'il y en a 1 millier qui manifestent contre le sommet avec le mot d'ordre « concertation zéro ». Ça vire quand même aux brasses camarades devant. D'ailleurs, c'est quand même assez cocasse parce qu'à cette époque-là, si on voit le téléjournal, il y a un manifestant pacifique qui dit « arrêtez de faire ça », puis il vient se faire geler en ouverture du téléjournal à Radio-Canada sous les acclamations de la foule. Donc, il y a un renversement avec ce qui se passe peut-être un petit peu en ce moment. Les assemblées générales des cégeps de Saint-Laurent et Marie-Victorin votent en faveur de la grève, toujours le 29 octobre. Puis il y a 3 départements de l'Université de Montréal qui votent une grève de 3 jours contre le sommet socio-économique. Le 30 octobre, là, c'est les cégeps de Rosemont, Sorel-Tracy, Lionel-Groux qui votent pour déclencher la grève. Une journée de grève au cégep de Sept-Îles. Le plancher de 12 associations est atteint. Il y avait des cégeps de Lévis-Lauzon, Sainte-Foy, FX-Garneau qui ont des mandats de grève en poche, mais qui n'étaient pas encore appliqués. D'ailleurs, le camarade Villeneuve qui est à Lévis-Garneau, s'il veut intervenir, a eu une occupation à Garneau à Lauzon, à Lévis-Lauzon pendant quelques semaines et qui avait de l'air fortement sympathique. J'ai pas eu la chance d'y mettre les pieds, malheureusement, à l'époque. Donc, peut-être tantôt. 31 octobre, voyant la soupe chaude, ben là, les fédérations décident de quitter la table du sommet avec le fameux président de la FEC qui déclare d'une voix vibrante parce que là, ça va péter. Fait que... C'était magnifique, c'était partout à la télévision. Donc, eux autres, leur association étudiante commence à être en grève parce qu'ils étaient opposés à la grève depuis le début du mouvement. Donc, le 31 octobre, il y a 500 personnes qui manifestent, une coalition d'organismes populaires et communautaires et d'autres organisations ainsi qu'étudiantes qu'on appelle « Bas les masques », toujours sur la thématique contre le sommet, contre le déficit zéro. Ensuite, les assemblées générales de Matane, Valleyfield rentrent en grève générale illimitée, Cégep de Bécomo tombe en grève pour une journée, Mont-Laurier et même Brébeuf tombent en grève pour 2 jours. La ministre de l'Éducation, Pauline Marois, déclare à l'époque qu'il n'y a aucune raison de protester, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Le 5 et 6 octobre, là, c'est le Cégep André Laurando, Bois de Boulogne-Chicoutimi, bref, il y en a une trolley qui rentre en grève. Il y a 400 étudiants et étudiantes qui occupent pendant 21 heures les bureaux du ministère de l'Éducation. Même Québec envoie 2 hauts fonctionnaires pour négocier, mais pour finalement pas négocier, juste dire non, on veut rien savoir de vos revendications. Il y a une manifestation aussi qui se tient pendant ces 2 journées-là, 3000 manifestants et manifestantes à Montréal. Le 7 novembre, Alma, FX-Garneau, Limoilou, Sherbrooke, Sainte-Foy, Thetford-Mine rejoignent le mouvement. Il y a des étudiants et étudiantes qui bloquent pendant des heures le pont de la Concorde devant le casino à Montréal. Le gouvernement déclare qu'il a perdu 1 million de dollars. Marois déclare, on va peut-être pas augmenter les frais, mais en place, on va couper dans les prêts et bourses. 8 octobre, il y a 5000 personnes qui manifestent à Québec. Le mot d'ordre à l'époque, c'était Harris Bouchard. Harris, qui était premier ministre de l'Ontario à l'époque, qui faisait des coupures monstres et qui avait une série de grèves générales dans le mouvement ouvrier de une journée de 24 heures pour protester contre les politiques. Ça s'était passé un petit peu plus à l'été puis au printemps avant. Donc, le mot d'ordre, c'est Harris Bouchard, un même combat, le vent de droite ne passera pas. La la FEC et la FERC refusent de participer et condamnent cette boycott et font une conférence de presse cette même journée-là pour essayer de récupérer la manifestation qu'ils n'ont pas organisée et qui empêche leurs membres d'y aller. Et pendant ce temps-là, les fédérations proposent des super solutions contre le dégel des frais de scolarité. En fait, on pourrait couper dans les avantages sociaux et les salaires des profs. On pourrait aussi fermer certaines facultés universitaires qui sont jugées non productives et fermer certaines bibliothèques pour satisfaire les revendications étudiantes.
Donc, il faut voir où ces organisations viennent, puis à mon sens, même s'ils ont de l'air plus cute et sympathique de ce temps-ci, je pense que c'est encore le même fond qui est en arrière. Le 11 novembre, le MDE appelle à la poursuite de la grève, puis on se prononce contre les suggestions des fédés. Il y a d'autres cégeps qui viennent relayer certains cégeps qui rentrent en classe. Les étudiants du cégep du Vieux-Montréal occupent pendant 100 heures les bureaux du Conseil du Trésor. 12 novembre, le cégep de Maisonneuve était retourné en classe le 11 novembre et une assemblée générale le 12 novembre et les gens décident on retourne en grève avec le mot d'ordre, les menaces sur notre session, ben on n'y croit pas, fait que manger de la marde, Marois et compagnie, on repart en grève. Département d'Université de Sherbrooke aussi qui part en grève générale illimitée. Le 13 novembre, l'Assemblée générale du Cégep du Vieux-Montréal propose à la ministre Marois d'annuler la session et le Cégep de Rimouski rejoint le mouvement de grève. Les mandats de grève sont renouvelés un peu partout, sauf à Matane, Granby, Jonquière et Saint-Jean-sur-Richelieu. 20 cégeps sont encore en grève. Au tout, il va y avoir 45 cégeps sur 48 qui vont être touchés par la grève de 96. 14 novembre, c'est la journée nationale d'occupation. Ça, c'était quand même assez pas pire. Donc, les étudiants du Cégep de Saint-Laurent qui occupent pendant 121 heures les bureaux de la Direction générale de l'enseignement collégial. Oui, j'achève. Les étudiants du Cégep de Sherbrooke manifestent, puis finalement occupent les bureaux de l'Auto-Québec à Sherbrooke. Les étudiants du Cégep de Limoilou font la même chose à Québec, les bureaux de l'Auto-Québec. Les étudiants du Cégep de Sainte-Foy et d'FX-Garneau occupent les bureaux d'un ministre. Les étudiants du Cégep de Valleyfield occupent les bureaux du PQ et du Bloc québécois. 15 novembre, 300 personnes manifestent à Joliette pour un party en l'honneur de Guy Chevrette. Le 18, Pauline Marois annonce le maintien des gels des frais de scolarité, le maintien du plafond des frais dans les cégeps, ainsi que le maintien intégral du régime de prêt et bourse. Par contre, elle annonce qu'il y aura un retour à la taxe à l'échec au collégial et là, on parle aussi d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. Proposition que les fédérations trouvent fabuleuse parce que de toute façon, ils viennent pas d'ici, ils viennent pas de chez nous, fait qu'ils devraient contribuer plus à la société québécoise. En payant plus cher. 19 novembre, alors que la majorité des étudiantes ainsi que l'MDE, on dit qu'on est peu satisfait des annonces de Marois, la FEC appelle au retour en classe. Le 20 novembre, la manifestation des fédés pour fêter la grande victoire. 5000 personnes à Montréal contre les coupures. Le 21 novembre, la plupart des cégeps sont en classe, sauf le cégep de Saint-Laurent qui décide de voter pour continuer la grève. Et l'Université du Québec à Montréal est paralysée pendant quelques jours dans certains départements par une grève. Les apprentissages, les bons coups, les mauvais coups, c'est ce qu'on m'a envie de parler. Je pense que nous autres, ce qui a été super important, c'est la distribution de l'Étincelle qui était notre journal. On avait 25 000, des fois, je pense qu'il y a des éditions qui étaient à 40 000 copies. On faisait une version express aussi qui était imprimée sur les presses de la CGCOM et qui, ma foi, était quand même diffusée. En fait, on était tout petits, on n'avait presque pas de moyens, on n'avait pas les moyens de se promener un peu partout au Québec et des fois, c'est l'Étincelle qui a finalement mis le feu aux poudres. Il y a même, on a appris des fois dans des cégeps, je me rappelle plus si c'était à Gaspé, ma mémoire me fait défaut, mais entre autres, il y a des gens qui ont décidé de caler une assemblée de grève. Sa direction venait d'empêcher et de retirer les étincelles dans le cégep. Et là, les gens ils ont dit, ben si, comme la direction décide que finalement on enlève des journaux étudiants, c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être raison de ce qu'ils se disent là-dedans, fait qu'on va déclencher une assemblée générale de grève. Donc, c'est ce genre de phénomène-là auquel on a assisté. Les universités ont très peu suivi le mouvement. Les fédérations ont mis des bâtons dans les roues tout le long, même si et ont été contre la grève, même s'ils n'ont pas initié la grève, c'est eux qui ont négocié l'issue du mouvement. Donc, peut-être pour conclure, je ne sais pas, le rapport n'est pas exactement le même en ce moment. La classe, la C, est beaucoup plus présente que le MDE pouvait l'être à l'époque, mais je ne sais pas, mais j'ai comme un petit sentiment qui me dit que probablement que le gouvernement risque de s'asseoir probablement dans le coin du 22 mars avec les fédérations pour négocier une issue. Je ne sais pas de voir ce que ça va donner. Mais moi, je vous dis, lâchez pas, faut pas lâcher le combat. Ben en fait, faut pas que je lâche aussi parce que je suis retourné aux études. Fait que moi aussi, je suis en grève en ce moment. Fait que je pense qu'on doit pas lâcher. Je pense que c'est important, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir élargir le mouvement, l'élargir, sortir des cadres des assemblées générales étudiantes, aller parler avec les travailleurs et travailleuses sur le terrain. Je pense que c'est l'enjeu en ce moment, c'est de faire que c'est un mouvement qui dépasse le cadre d'une simple hausse des frais de scolarité. C'est d'amener sur le terrain de l'ensemble des attaques qui sont faites contre l'ensemble de la classe ouvrière,
qui sont sur la question des enjeux des services publics. Donc, je pense que le seul moyen de pouvoir gagner la question, la lutte qui est menée par le mouvement étudiant en ce moment, qui s'inscrit dans une logique qui n'est pas juste québécoise, qui est mondiale. Je pense que c'est de décloisonner le mouvement, aller parler sur le terrain avec les travailleurs, sortir de nos assemblées générales, créer des espaces de discussion qui ne nous confinent pas non plus dans nos stricts rôles d'étudiants et d'étudiantes. Je pense que c'est juste ça en soi, ça pourrait être une victoire, puis ça pourrait amener le mouvement sur des bases plus intéressantes qui vont plus loin, puis qui peuvent nous permettre éventuellement de pouvoir gagner ou du moins pouvoir refuser l'état des choses actuelles. Donc, merci beaucoup et bonne grève.